Alors, nous allons attaquer cette deuxième table ronde. Pour cette table ronde au thème très aguichant, puisque la ministre des Armées a demandé, elle a déjà d'y travailler sur quel type de financement, peut-être sur l'innovation de financement. Nous avons le plaisir d'accueillir l'ingénieur général d'armement Bertrand Lemeur, directeur du service industriel et de l'intelligence économique à la Direction générale de l'armement, DGA. Nous avons également le plaisir d'accueillir Jean Belin, titulaire de la chaire économie de défense de l'IHEDN. À ma gauche, Olivier Martin, secrétaire général de MBDA, le missilier européen. Et un peu plus loin, monsieur Jean-Yves Battesti, secrétaire général de Naval Group. Chantier naval européen. On va tout de suite commencer avec Bertrand Lemeur. Dans un marché de défense qui évolue de plus en plus vite, avec notamment les technologies numériques, mais qui en même temps est un marché spécifique, comment la DGA s'est-elle adaptée ? D'abord en demandant plus de sous. D'accord ? Non, mais plus sérieusement, et je parle sous le contrôle de M. Morier, effectivement, en identifiant d'abord le niveau, il est vrai, comment dire, on constate tous l'accélération des technologies, on constate tous la multiplication des technologies, on constate tous le détournement d'un certain nombre de technologies qu'on pensait réserver à un usage civil dans un usage militaire. On voit tous la plus-value que certains peuvent faire de ces technologies. Et je dirais, et ça a deux conséquences. Ça a une conséquence d'accélération des cycles, bien entendu, parce que les technologies vont sur des cycles de plus en plus rapides. Ça a aussi la conséquence de créer ce qu'on a appelé dans des papiers internes des espèces de ruptures stratégiques, c'est-à-dire l'apparition ou l'utilisation d'une technologie dans un sens qu'on n'aurait pas identifié pour donner un avantage à un adversaire sur certains équipements ou dans certaines formes d'équipements. Après tout, si on regarde dans le civil, Uber, c'est ça. Pour les taxis, Uber, c'est une surprise stratégique majeure. C'est comment détourner des technologies qui sont toutes absolument civiles pour en faire une rupture magistrale du marché. Donc on s'est posé la question, alors bien entendu, et je le disais sur le ton de la boutade, mais la première réponse est bien entendu la réponse de la ressource, donc du niveau de financement demandé, mais je crois que ça ne peut pas s'arrêter là. Et en tout cas, en matière de technologie, en matière de réflexion sur ces technologies, on a un devoir pour la DGA probablement de sortir d'une espèce de tropisme assez ancien, qui est le tropisme de l'analyse technologique. Je crois qu'on est très très bon, je le dis sans forfanterie, en matière de développement de technologies, toutes plus pointues les unes que les autres, qui ont beaucoup d'avantages et qu'on retrouve dans les équipements, dans des cycles assez longs. Mais je crois qu'il faut maintenant aussi, le temps est venu de regarder les innovations qu'on va appeler des innovations d'usage, qui sont de plus en plus nombreuses et que le numérique rend de plus en plus accessible. Des innovations d'usage qu'il faudra, et ce sera aussi une des contraintes, et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, qu'il faudra injecter dans les programmes. Et donc ça pose la question de la désynchronisation entre le rythme des innovations et le rythme des programmes, mais c'est un sujet qui mériterait en soi, je pense, une table ronde. Mais surtout de les détecter, de les identifier, de les sécuriser, parce que je pense que c'est un sujet assez sensible aussi, pour éviter la perte de la supériorité technologique. Alors, à partir du moment où on fait ce constat, on arrive à deux types de besoins. Le premier type de besoin, en fait on parle essentiellement de technologie et d'usage, mais le premier type de besoin, c'est d'abord d'aller vers les gens qui portent l'innovation. Et quand on dit innovation technologique, c'est vrai que historiquement et de manière assez traditionnelle, mais je pense que c'est justifié, l'innovation technologique dans le domaine de la défense, elle va beaucoup vers les grands groupes. Et en plus, avec des modalités de contractualisation qui sont plutôt favorables aux grands groupes. Donc la première démarche, c'est d'aller vers des entreprises beaucoup moins courantes dans le milieu de la défense,
dans une recherche non pas d'un appel de techno, mais d'un appel à idées et d'un push de produits vers la défense. Et c'est aussi une grande modification. Le deuxième aspect, c'est de développer l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on peut manipuler des idées ad vitam aeternam. Si on ne lance pas des expérimentations, des démonstrateurs pour vérifier les concepts, on ne progresse pas. Donc, depuis quelques années, on développe tout un tas de mécanismes un petit peu différents qui sont le travail avec les clusters, c'est-à-dire les pôles de compétitivité qui avaient été initiés par le ministre Macron à l'époque. Mais aussi, on développe un certain nombre d'outils un peu différents. Tout le monde a entendu parler du programme RAPID. Le programme RAPID, c'est quand même de la subvention, c'est-à-dire c'est de l'argent injecté dans des tissus industriels, dans un tissu industriel de PME, dans une logique très fluide, très rapide. Et on développe, et je pense que c'est aussi ça qui nous permet d'accéder à la multitude des technologies qui arrivent. On développe, la ministre va en parler ce soir, et ça avait été déjà évoqué par le précédent ministre, on développe des outils qu'on va appeler des outils d'equity, c'est-à-dire de l'investissement en capital dans des PME. Je rappelle qu'investir en equity, c'est donner un coup d'accélérateur au développement de la PME, beaucoup plus que quand on lui donne de la subvention ou des marchés. Et on travaille aussi, parce que c'est le constat auquel on arrivera forcément un jour, on travaille aussi sur le partage des compétences avec d'autres pays. Tout à l'heure, on a parlé de couverture totale du périmètre. Je ne crois pas qu'on aura la capacité dans les années à venir à couvrir ou à détecter la totalité des technologies nécessaires à la défense ou la totalité des technologies porteuses de risques ou d'opportunités pour la défense. Donc voilà, donc ça c'est déjà les premières méthodes. Après, ça appelle aussi des manières de penser différentes. Il est courant maintenant dans l'industrie, entre guillemets, civile, de parler d'incubateurs, de parler de Fab Lab, de choses comme ça. La DGA a développé elle-même ce principe avec le DGA Lab, que la ministre d'ailleurs visitait ce matin. C'est assez intéressant de voir comment des gens qui viennent d'environnements a priori totalement technologiques ou totalement d'usage peuvent, quand on leur pose la question, identifier des cas d'usage très intéressants pour la défense. Pas forcément d'ailleurs, et c'est là en plus que je vois une vraie vertu à ce dispositif, pas forcément que pour les forces, pas forcément que pour ce que je vais appeler l'engagement, mais aussi pour toute la partie arrière. Ce matin, on montrait à la ministre un dispositif d'impression 3D de matériaux souples pour imiter le corps humain, permettant l'entraînement des chirurgiens et des médecins et des secouristes sur le terrain, qui était assez bluffant. Donc je crois que au-delà des ressources, et je pense que ça n'est pas la question, c'est surtout insuffler un état d'esprit dans le fonctionnement de la DGA et surtout dans nos relations avec les grands groupes et surtout les PME et les ETI qui font les nouveaux moyens que la DGA active pour essayer de répondre à cette accélération des technologies. Que faut-il penser du fonds de financement européen? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de duplication inutile de savoir-faire et de compétences qui sont déjà acquis par certains pays européens? Oui, il y a un risque, il est évident. Il est consubstantiel à l'Europe, il est consubstantiel à un certain nombre de mécanismes européens qui sont quelque part des mécanismes égalitaristes. Qui vont essayer de financer des pays ou qui donnent autant de poids à des pays qui n'ont pas d'industrie de défense qu'à des pays qui ont de l'industrie de défense. Je dis toujours que la peur n'exclut pas le danger, donc il faut vivre avec. Il faut surtout faire de ce fonds européen une opportunité pour renforcer notre industrie et pour renforcer la qualité des équipements qu'on fournit aux armées. Il y a quand même un grand fantasme à propos de ce fonds. Ça n'est pas de l'argent que la Commission européenne va déverser dans l'industrie suivant un principe de bon vouloir et en vertu de décisions qui sortiraient d'une boîte noire. Je crois qu'il faut rappeler que le point de départ, c'est quand même le fonds européen vient cofinancer des projets de coopération organisés et confortés et sur lesquels les États se sont engagés.
Ça n'est pas un mécanisme qui vient abonder tous ceux qui lèveront la main. C'est quelque chose qui doit accompagner l'effort des États à développer des coopérations multilatérales. Donc en ça, c'est une grande opportunité pour les pays qui ont la capacité et qui ont un long historique d'organisation de coopération. Bien entendu, certains pays organiseront des coopérations factices. Parce que l'engagement, que vaut un engagement d'acquisition à long terme, dans les textes qu'on lit et dans les textes qui sont négociés, c'est pas toujours très, très formalisé comme nature d'engagement. Mais bien entendu, il y aura un peu d'évaporation. Je ne pense pas qu'un mécanisme comme le Fonds européen soit efficace à 100% et garantisse la constitution d'une industrie européenne avec une efficacité maximale. Il y a des pays, il faut en avoir conscience, et c'est une réalité, il y a des pays dans lesquels les entreprises de défense sont par exemple détenues par des capitaux américains. Bon, je vous laisse réfléchir à la question. Peut-on développer une industrie européenne de défense dans des entreprises dont les centres de décision sont en dehors de l'Europe? J'en suis pas sûr. C'est un combat qu'on essaye de porter. C'est un combat difficile à l'échelle européenne. Donc oui, il y a des risques. Moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Je vois plutôt l'opportunité qu'apporte ce fonds européen. Il y aura de l'évaporation, mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui va nous permettre de renforcer cette Europe de la défense et donc d'aborder en confiance le traitement de toutes ces technologies et de tous les usages qui peuvent apparaître avec des mécanismes de partage, par exemple, des compétences comme ceux qu'on met en place avec le Royaume-Uni. Est-ce que ce fonds aussi peut relancer un peu la coopération européenne en termes de programmes, puisque ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de programmes européens lancés? Si ça n'y contribue pas, c'est à désespérer. Voilà. Je crois que ce fonds doit être un antidote à certaines tentatives de repli sur soi qui, dans notre analyse, sont vouées à l'échec, à moins d'accepter de n'acheter que des équipements produits ailleurs, typiquement en dehors de l'Europe, et dans des pays qui sont dans une offensive économique forte. Voilà, le projet d'avion, la prochaine génération d'avions de combat, si elle n'est pas européenne, elle sera américaine, c'est un fait. Elle est déjà presque américaine en Europe. Mais surtout, il faudra considérer que la génération actuelle, si tant est qu'on n'arrive pas à en faire une suivante, la génération actuelle serait bien la dernière en Europe. Une fois, il faut toujours avoir en tête que le ticket d'entrée dans des domaines comme cela, ou même dans des sous-parties du domaine que j'évoque, ce que j'appelle les tickets d'entrée, c'est-à-dire la marche à investir pour arriver à l'état de l'art mondial, est absolument, j'allais dire, incommensurable. Et s'il n'y a que les Chinois qui arrivent, c'est pour deux raisons. C'est d'abord parce que les Chinois y mettent des montants absolument stratosphériques. Et le deuxième point, c'est que les Chinois, encore maintenant, le coût de l'ingénieur chinois, j'allais dire le prix, mais c'est plutôt le coût de l'ingénieur chinois permet cet investissement. Je ne suis pas certain que ce soit encore le cas dans une dizaine d'années quand on voit l'inflation en Chine. Mais c'est bien ça qu'il faut mettre en place. Merci, M. Lemeur. Monsieur Belin, quels sont les choix effectués chez nos principaux partenaires pour financer les besoins dont nous avons parlé lors de la première table ronde? Oui, alors déjà, il faut considérer que finalement, ce sont les budgets et les exportations qui vont constituer les principales ressources pour financer finalement les besoins dont on a parlé lors de la première table ronde. Donc avant de parler des financements innovants, j'ai voulu vous présenter un petit bilan sur les budgets et les exportations. Alors, il y a plusieurs conclusions qui se dégagent finalement de ces graphiques. Premier graphique, vous voyez le budget États-Unis et Europe de l'OTAN. Alors là, on voit des grandes différences en termes de volume de budget. Le budget américain est plus de 2 fois supérieur au budget européen. On retrouve des différences au niveau du budget global, mais aussi dans l'investissement en équipement, en personnel, en infrastructure.
Si on décompose un peu les pays de l'Europe de l'OTAN et on regarde leur budget, on s'aperçoit que finalement 3 pays se détachent. On retrouve le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne qui ont une certaine similitude finalement, d'une part au niveau des montants de budget et d'autre part au niveau de leur structure de dépenses. Donc 3 pays qui ont décidé d'avoir une base industrielle et technologique de défense, de la maintenir. Et puis on peut également regarder le montant de ressources procurées par les exportations. Donc là aussi, on s'aperçoit qu'il y a de grandes différences entre les pays. Mais on retrouve une certaine similitude à nouveau entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en termes de comportement d'exportation. Alors, ces différences qu'on a retrouvées ici au niveau des budgets et des exportations, il faut considérer que ça va conditionner les choix effectués, donc le choix d'autonomie, le choix d'avoir une base industrielle et technologique de défense, l'effort de recherche et puis les capacités d'intervention. Alors, j'ai parlé beaucoup de volume jusqu'à présent, mais ça a été aussi souligné par les autres intervenants à la table ronde précédemment. Les caractéristiques en termes de stabilité et de prévisibilité sont très importantes pour les entreprises au niveau de ces exportations et de ces budgets, puisque c'est cette stabilité et cette prévisibilité, finalement, qui va conditionner les financements disponibles pour les entreprises de la défense. Justement, dans cette période de contraintes budgétaires, quels sont les financements de nos partenaires mis en place ? Oui, donc je vais parler un peu des financements innovants qui ont été mis en place par nos partenaires, en plus de ces budgets et de ces exportations. Alors, le premier constat, c'est que ce terme de financement innovant, pour nous, il n'apparaît pas dans notre littérature en économie. Dans les articles scientifiques, on ne retrouve pas le terme de financement innovant. Alors, d'une part, parce qu'il n'y a pas forcément toujours du financement derrière ces financements innovants, je vous expliquerai pourquoi, et ils ne sont pas forcément toujours innovants. C'est assez curieux. Donc on va trouver une littérature beaucoup plus importante finalement sur ces financements innovants dans l'économie de l'environnement ou l'économie du développement. J'ai eu du mal d'ailleurs à trouver une définition dans le domaine de la défense, donc j'ai repris une définition dans l'économie du développement, mais qui s'applique, vous allez voir, tout à fait à notre sujet. Et donc ces financements innovants seraient des initiatives qui visent à lever de nouveaux fonds ou à optimiser l'utilisation des sources de financement traditionnelles, donc c'est le but recherché. Et pourquoi ? Afin de réduire finalement l'écart entre les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et les ressources réellement disponibles. Et on voit que finalement, c'est notre problématique qu'on a eue à la première table ronde, c'est qu'on se fixe des objectifs, mais on n'a pas forcément les ressources disponibles pour les atteindre, et donc il faut trouver des sources de financement innovants. Alors, en développement, en environnement, vous allez retrouver des taxes, de l'appel à l'épargne, mais dans le domaine de la défense, le financement innovant, c'est surtout de l'externalisation et de la mutualisation. Alors, je peux reprendre une typologie qui a été utilisée dans un rapport par la commission défense de l'Assemblée nationale pour un peu essayer d'expliquer ces financements innovants. Donc, on a deux grands types. Un type avec sans transfert de propriété. Donc là, on va avoir une externalisation de prestations. Ça va être essentiellement du transport, de l'habillement, de la nourriture, de la maintenance. On retrouve ça en France et chez nos principaux partenaires. Et donc là, dans la maintenance, on va avoir du maintien en conditions opérationnelles également, du matériel. Et puis, on peut avoir également dans cette typologie des mutualisations de capacités. Mutualisation pour la formation des mécaniciens, des pilotes, pour le transport du personnel ou de marchandises. Et puis vous avez un deuxième groupe de financements innovants qui sont les financements innovants avec transfert de propriété. Donc là-dedans, on retrouve les marchés finalement de soutien aéronautique avec mise à disposition d'aéronefs aux écoles de formation des pilotes, mais on va également retrouver les partenariats publics-privés en Allemagne, au Royaume-Uni ou en France. Et ces PPP vont concerner à la fois des bâtiments, du service, du ravitaillement. On a d'ailleurs les avions ravitailleurs au Royaume-Uni qui sont sous ce mode de contractualisation.
Est-ce que les armées sont satisfaites de ces PPP en général? Alors, ça, je ne peux pas vous donner le point de vue, moi, des armées. Je peux vous le donner, le point de vue d'un universitaire, d'un chercheur, là-dessus. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut bien analyser ces financements, ces modes de contractualisation. Ils ont des avantages et des inconvénients. Donc je pense qu'il faut vraiment faire une typologie des besoins et voir à quels besoins ils peuvent répondre. Alors ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement on a des solutions assez proches en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les grandes différences finalement c'est au niveau des degrés, au niveau du pourcentage ou du ratio entre le public et le privé, ou dans les domaines d'application. Alors, en termes de retour d'expérience, mais à la fois des militaires, des économistes, des financiers, alors ce qu'on retrouve dans les autres pays, on a un peu plus de recul avec le Royaume-Uni, puisque finalement ces types de financements étaient mis en place dans les années 80. En Allemagne, on peut dater ça des années 90, et puis finalement en France, au début des années 2000, on a commencé à se lancer dans ces financements innovants. Alors, ils semblent mieux fonctionner sur certaines activités, des activités plutôt régulières plutôt que des activités d'urgence. Ils semblent également mieux fonctionner sur certains domaines, comme la formation ou le soutien. Et ils semblent mieux fonctionner dans les domaines où il y a une asymétrie d'information qui est plutôt réduite. C'est-à-dire où l'État a conservé finalement, et c'est le point essentiel qui apparaît dans tous les rapports, c'est que l'État conserve en interne les capacités finalement de gérer et de comprendre ses contrats, qu'il externalise. Et ça, c'est un point fondamental qui revient dans plusieurs rapports. Et l'autre point, pour terminer également, c'est finalement le besoin d'évaluation et d'analyse qui est soulevé dans tous les pays. Donc un besoin d'évaluation et d'analyse à la fois exempté, avant de signer le contrat, donc vraiment regarder pourquoi on externalise et on mutualise, d'où vient la meilleure performance, est-ce que c'est une meilleure utilisation des actifs? Donc par exemple, on a des exemples où des hélicoptères servent à la fois à faire de la formation dans le domaine civil et dans le domaine défense. Donc là, on trouve tout de suite un avantage économique et on voit d'où vient l'efficacité. On peut également avoir une meilleure connaissance du produit ou de son utilisation, dans certains cas. Mais là, ça se complique parce que c'est généralement l'entreprise qui a une meilleure connaissance du produit et de ses spécificités. Et finalement, le ministère de la Défense et les militaires qui ont une meilleure connaissance de l'utilisation. Et enfin, on peut regarder également la concurrence qui existe sur les marchés du produit ou du service qu'on veut externaliser, pour voir si ça va effectivement amener à une baisse du prix ou pas. Et puis, ex post, nous, en tant que chercheurs, on a besoin de données pour évaluer ces financements innovants. Et finalement, ce qui a essayé d'être fait par certains chercheurs, c'est de réaliser une typologie des activités qu'on allait pouvoir externaliser ou mutualiser. Mais pour ça, on a besoin de données. Alors, de données pas uniquement sur le coût de ces contrats d'externalisation, mais également au niveau du service procuré, pour qu'on puisse voir si ça augmente l'efficacité ou non. Merci beaucoup, Monsieur Belin. Je me tourne vers l'industrie maintenant. Cher Olivier Martin, vu de l'industriel européen, quelle est la contribution essentielle de la coopération ? Alors, on parle beaucoup de coopération, il y a beaucoup d'avantages. Je souhaiterais en citer un, le plus important, pour un industriel de défense, notamment un industriel de défense qui est en charge de délivrer des matériels souverains. C'est l'accès à la taille critique. L'accès à la taille critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le domaine d'activité de l'entreprise, être en mesure de pouvoir délivrer les besoins de nos clients domestiques au mieux, en maîtrisant l'ensemble des technologies, pas forcément en interne bien sûr, mais également avec notre supply chain, l'ensemble des technologies clés, critiques pour le développement de ces moyens, et accéder au seul marché, si j'ose dire, qui compte, c'est-à-dire le marché mondial. Et c'est grâce à cela et grâce à cette taille critique qu'un industriel peut
réellement réussir à concurrencer une compétition de plus en plus vive, bien évidemment américaine, mais on voit que de plus en plus des pays émergents arrivent. Et la coopération européenne, compte tenu du fait qu'on ne rêve pas, on n'aura pas des budgets infinis dans nos pays, la coopération européenne, bien faite, c'est pas simple, est un élément tout à fait important, tout à fait déterminant pour atteindre sa taille critique. Elle nécessite néanmoins cette coopération quelques règles de base. Les pays qui participent à cette coopération doivent avoir, dans toute la mesure du possible, des politiques de défense, des politiques d'exportation, des politiques d'emploi les plus homogènes, j'allais dire les communes, je ne rêve pas, les plus homogènes. Et c'est tout l'enjeu de la coopération qui a été lancée depuis quelques années avec la Grande-Bretagne, au titre du traité de Lancaster House, qui globalement marche bien, en tout cas de notre point de vue. C'est tout l'enjeu de la coopération qui, je l'espère, va se renouveler entre la France et l'Allemagne à l'issue du sommet franco-allemand de juillet. Et c'est tout l'enjeu de la coopération qui s'ouvre. On est encore loin d'une réalisation, mais en tout cas, on la soutient, la coopération européenne, à l'issue de la récente notification par 23 pays de la PESCO. Avoir une même politique homogène de défense, c'est essentiel. J'ai quand même un doute sur la coopération européenne. Est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on a tous en tête certains programmes comme la 400M ou comme des programmes avortés de drones MAL. Est-ce que ça marche vraiment, la coopération industrielle avec les autres industriels européens? Alors, comme d'une part, j'ai un actionnaire qui s'appelle Airbus, mais d'autre part, je suis personnellement convaincu, donc je serai prudent et je ne ferai pas rentrer trop dans le détail, mais je suis convaincu néanmoins qu'après, certes, ils sont un petit peu longs, mais les défauts de jeunesse qui seront, j'en suis sûr, réglés sur la 400M, la 400M, vous le verrez, sera un excellent avion de transport militaire. Pour les drones, c'est vrai que c'est un échec, on va dire, global, collectif européen. Nous en sommes à la 3e ou 4e tentative. Il faut absolument, je n'ai pas la clé, trouver la solution pour que l'Europe puisse lancer efficacement des programmes de drones européens, en tout cas si on veut le plus cher. Sinon, sur la coopération, effectivement, vous avez raison, souvent on dit « ça ne marche pas ». Alors, quelquefois, on préfère dire « ça ne marche pas » parce que c'est tellement plus simple de faire en national. Il vaut mieux expliquer que la coopération, qui est certes plus compliquée, ne marche pas et on se rabat, on se replie sur soi-même. La coopération, ça marche. Alors, ça marche d'abord dans un domaine que l'on ne voit pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai qu'au niveau européen, l'Agence européenne de défense a essayé de faire des choses depuis de nombreuses années dans le domaine de la R&T et ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché objectivement parce qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens, notamment à cause de nos amis britanniques. Mais dans la R&T, on peut fonctionner tout à fait en coopération. Nous venons de fêter le 10e anniversaire d'une initiative que je pense pratiquement personne dans la salle connaît, qui s'appelle MCM-ITP, dans le domaine des missiles. Une coopération qui est un partenariat État-industrie franco-britannique, financé 50-50 par les États, 50-50 par les industriels, et qui rassemble 13 millions d'euros de R&T, de budget de R&T par an, associant contractuellement, et on n'a pas de problème pour le faire, non seulement évidemment la supply chain, mais les PME, les centres de recherche et les startups technologiques sur les technologies nécessaires pour le développement des futurs missiles. Et aujourd'hui, les missiles que nous préparons pour la génération qui vient, là, bénéficient des résultats de ces études lancées et depuis une dizaine d'années. Donc en R&T, ça marche. Bien sûr, il faut un certain nombre de conditions sur lesquelles je ne reviens pas. Sinon, sur les programmes, alors sur les programmes, je passe mon temps à dire que ça peut marcher. Certes, il faut des conditions. Je vais donner deux exemples. Évidemment, ceux que je connais. Et je suis sûr qu'il y a d'autres exemples de coopération en dehors du domaine MBDA qui peuvent être cités. Dans les missiles, donc, le missile Scalp, Storm Shadow franco-britannique, grâce à la coopération, la France a pu acquérir ce matériel et l'acheter en 500 exemplaires pour un budget moindre que celui qu'elle avait prévu de consacrer sur une base purement nationale en achetant 100 missiles. Donc le bénéfice de la coopération, on peut déjà le voir, au lieu d'avoir 100 missiles, la France a pu avoir 500 missiles. Ça se mesure de façon tangible. L'autre exemple, le Météor, missile RR. L'Europe, grâce au Météor, puisque c'est un programme qui a été développé par 6 pays, équipant 3 plateformes,
a le missile de supériorité aérienne le plus efficace et le plus performant au monde aujourd'hui. Il est largement vendu, c'est un best-seller. Beaucoup de pays, et notamment les Américains, je peux vous dire, souhaiteraient avoir notamment nos technologies, et bien évidemment nous bloquons. Donc ces deux exemples-là, et je pourrais en citer d'autres, je ne veux pas rappeler le Milan, le Hot, le Roland, qui furent des grands succès de la coopération franco-allemande, ces deux exemples-là montrent que cela marche. Pour que cela marche, effectivement, il faut un certain nombre de conditions importantes. Même, je reviens sur la même chose pour la coopération générale, comme j'ai dit lors de la première intervention. Même politique, même besoin opérationnel, à peu près, mais c'est encore, on peut être flexible, à peu près même calendrier, même politique d'emploi, même politique d'exportation. Et à partir de là, entre l'ensemble de ces partenaires, si vous avez enfin un client unique, fort, doté d'une puissance, enfin d'une capacité de décision autonome, et ce n'est pas toujours très simple, avoir un maître d'œuvre industriel unique et non pas un groupement d'industriels où le pouvoir sont un peu dilués, si vous avez l'ensemble de ces conditions, vous arrivez à un succès dans la coopération européenne. J'en suis convaincu. Alors justement, que pensez-vous des nombreuses initiatives de l'Europe destinées à renforcer cette coopération européenne et à soutenir la BITD via effectivement des financements européens? Alors Bertrand en a déjà un petit peu parlé, Philippe Duhamel lors de la première table ronde en a parlé aussi. C'est clairement une opportunité. Alors il ne faut pas être naïf, Bertrand l'a dit aussi, il y a des risques. Mais c'est une opportunité parce que l'Europe, pour la première fois, d'abord, il faut bien avoir ça en tête, accepte, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les pays européens, mais l'Europe accepte le principe de souveraineté et d'autonomie stratégique européenne. C'est quelque chose de fondamental, c'est une révolution culturelle fondamentale. À partir de là, si l'Europe est logique et cohérente avec elle-même, et je n'en doute pas, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique notamment qu'elle doit soutenir, développer et soutenir une base industrielle et technologique de défense européenne sur le plan technologique. C'est une première partie du programme, avec un certain nombre de perspectives de coopération et de financement, enfin de subventions. Et d'autre part, elle va permettre d'abonder des programmes en développement, et comme l'a dit Bertrand, programmes qui seront présentés par un ensemble de pays prêts à engager cette coopération. Alors, quels sont les risques essentiels? Il y en a un qui a déjà et qui est très compliqué, et pourtant la question paraît très simple. On dit qu'il faut soutenir la base technologique industrielle de défense européenne. Ça commence par dire, c'est quoi un industriel européen? Ça paraît simple. Eh bien, en fait, c'est très très compliqué. On voit que le capital n'est sans doute pas la bonne réponse. Je suis sûr que dans la salle, certains connaissent une société qui s'appelle Ratifijac. C'est un nom bien français. C'est une société américaine. Est-ce que le fait que cette société, aujourd'hui, enfin, historiquement française, soit américaine, doit l'exclure de la politique de soutien de l'industrie européenne? Sans doute pas. Mais il y a d'autres sociétés qui sont effectivement des faux-nés d'entreprises étrangères qui ne doivent évidemment pas bénéficier de ces crédits. Donc, première chose, une entreprise européenne, pour nous, elle doit avoir, et je crois que c'est le cas de Ratifijac, ses organes de gouvernance et ses moyens industriels sur le sol européen. 2, il faut que ces moyens industriels soient entièrement libres d'emploi, aujourd'hui et demain, et ne dépendent pas de moyens externes ou de décisions externes à l'Union européenne. 3, comment dire, on ne peut pas, effectivement, sur le plan du contrôle, on ne peut pas exclure des sociétés. Je pensais également le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a son acteur leader, qui s'appelle Hensoldt, dans le domaine des radars, a été récemment vendu à un fonds américain. Je comprends tout à fait que l'Allemagne considère que cette industrie est stratégique pour l'Allemagne. Je ne discute pas de la décision d'avoir vendu, ça c'est pas mon sujet, mais pour le client allemand, c'est évidemment important. Donc il faut trouver le moyen pour que en fait toutes les décisions
et en particulier, je pense pour la prise de contrôle ou le contrôle par un acteur tiers, ne puisse pas et jamais empêcher cet acteur national de fonctionner, et en particulier que les résultats, autre élément, les résultats des études qui seront le fruit de ces travaux et les droits de propriété associés ne partent pas vers des pays tiers, ne partent pas au-delà, mais restent cantonnés sur les territoires européens. Dernière chose, d'autres choses, pardon, autre risque, bon, ça a été évoqué, le morcellement des compétences. C'est un vrai sujet. Pour nous, et j'espère que l'Europe a cela en tête, je ne le sais pas pour être tout à fait franc, ce grand programme doit créer des champions européens. Les champions nationaux, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, notamment sur le marché mondial. Il faut des champions européens. Dans certains cas, il y en a. Prenons le cas, par exemple, des hélicoptères. Il y a 2 champions européens dans le domaine des hélicoptères. Dans le domaine des satellites, il y a 2 champions européens dans le domaine des satellites. Est-ce qu'il en faut 2? Est-ce qu'il en faut 3? Est-ce qu'il en faut 1? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont 2 champions. Il faut absolument éviter que cette initiative conduise à multiplier le nombre de champions. Il faut au contraire que quand ces champions existent, les renforcer pour qu'ils soient en mesure de résister et de se développer sur le marché mondial. Quand ces champions n'existent pas, il y a d'autres secteurs où il n'y a pas réellement de champions européens. Dans le domaine terrestre, il y a un début avec ANDS. Dans le domaine naval, il y a des initiatives entre Naval Group et Fincantieri. Mais il y a beaucoup encore de champions nationaux. J'espère, et il faut tout faire pour que l'initiative européenne contribue à la création de ces champions européens par justement l'émergence de programmes en coopération qui sont la source essentielle pour moi des consolidations industrielles. Autre élément, il y a des règles, il y a des menaces là-dessus, des règles de répartition géographique qui sont imposées essentiellement par les petits pays et qui peuvent aboutir à des demandes qui peuvent paraître, qui sont pour moi assez choquantes, d'exclure le tissu, l'accès à ces programmes européens des PME provenant de pays dont les maîtres d'œuvre sont issus, réservant l'accès pour les PME, enfin l'accès à des PME uniquement vers celles situées dans les pays où il n'y a pas de maître d'œuvre. Ce qui, pour des pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, exclurait le tissu de PME. Clairement, il faut, je comprends, des règles de répartition géographique, mais elles ne doivent pas être des contraintes telles qu'elles iraient à l'encontre des intérêts des États, d'une part, et d'autre part, à l'encontre de l'efficacité du programme. Enfin, dernier point, il faut éviter la complexification dans la maîtrise des programmes, dans la gestion des programmes. Nous n'avons pas encore, même si l'OCAR a fait des progrès, je pense, mais il y a encore quelques améliorations à faire au niveau de l'OCAR. L'Agence européenne de défense, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Nous soutenons ces agences. Il serait hautement souhaitable qu'au travers de cette initiative, ces agences voient leur rôle renforcé, clarifié, et en particulier qu'elles soient, si c'est possible, le guichet unique pour les industriels de tout ce qui va se passer autour de ces programmes en coopération financés par le Fonds européen de défense, etc., pour lequel l'industriel va se retrouver aujourd'hui, si on ne fait rien, à essayer de convaincre un pays A, un pays B, un pays C, les pays partenaires de la coopération, la Commission, et pour récupérer les budgets, les flux sont aujourd'hui non coordonnés, et si l'Agence européenne de défense pour la partie R&T, l'OCAR pour la partie programme, pouvait être le guichet unique pour l'industriel, pour construire ces programmes de coopération et les gérer au cours de leur exercice, ça serait évidemment tout à fait remarquable. Merci Olivier. Alors, Monsieur Battesti, on va parler avec vous d'exportation. Exportation où la France a connu de nombreux succès, dont celui de Naval Group en Australie avec la vente des sous-marins. Pourquoi ces exportations aujourd'hui sont-elles si importantes pour l'industrie de défense française ? Je pense que là encore, c'est une question de taille critique qui est nécessaire de manière à ce que nos entreprises de défense aient l'ensemble des moyens, des personnels, des technologies permettant de répondre aux besoins de la défense nationale. Alors, je vais citer 4 points. Le premier, c'est les emplois. Donc, l'export permet de générer des emplois bien sûr chez les grands maîtres d'œuvre, mais des emplois aussi au sein de centaines d'entreprises, grandes et moins grandes, qui nous accompagnent dans notre effort d'exportation
et qui, elle aussi, donc, génère des emplois à haute valeur, hautement qualifiés. Alors, pour donner l'exemple du naval de défense, notre chiffre d'affaires est de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous exportons 40% de notre chiffre d'affaires. Nous considérons qu'il y a à peu près 40 000 personnes en France dont les emplois dépendent de manière directe ou indirecte de cette filière naval de défense. Et par conséquent, l'export, eh bien, ça représente 15 000 emplois en France, 15 000 emplois dans le domaine du naval de défense. Alors, il y a aussi d'autres retombées dont certaines sont plus stratégiques. Je vais citer d'abord la question du maintien et du développement des compétences. On l'a signalé aujourd'hui, nous travaillons sur des grands programmes, des programmes à cycle long. Ces cycles étant de l'ordre de 5, 10 ans, voire plus parfois. Et la question, souvent, c'est de savoir ce qui se passe entre deux cycles. Par exemple, entre un sous-marin nucléaire d'attaque et un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, ou l'inverse, entre une frégate multimission et une frégate de taille intermédiaire. Et il est clair que si nous n'avions pas l'export, eh bien, nos équipes de développement, nos équipes de production seraient souvent dans la situation dans laquelle elles n'auraient pas grand-chose à faire. Et donc là, l'export est tout à fait indispensable de manière à pouvoir effectivement donc, remplir effectivement donc, ces trous et de manière à pouvoir donc, continuer à donner à nos équipes du travail à haute valeur ajoutée et qui leur permet donc de continuer à développer ces compétences. Troisième point, c'est un complément de financement pour la recherche-développement. Gagner un contrat à l'export, ça implique effectivement gagner des parts de marché. Donc effectivement, ça a un impact sur notre chiffre d'affaires et par conséquent, cela nous permet de dégager des capacités d'investissement qui nous permettent bien évidemment d'investir dans le domaine de la recherche-technologie. Alors c'est bien sûr quelque chose qui est complémentaire par rapport à l'investissement public. L'investissement public est absolument indispensable. Mais cet investissement complémentaire est important, surtout dans un contexte qui est un contexte d'évolution technologique accélérée, où nous observons que dans nombre de pays émergents, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est aussi le cas de la Corée du Sud, c'est le cas de la Turquie, les investissements en domaine de recherche-technologie sont absolument considérables, de manière à pouvoir rattraper les pays européens, rattraper leur retard technologique. C'est un sujet qui est important. Je crois que toute une conférence pourrait être consacrée à ce sujet, qui est celui donc, de l'investissement dans les nouvelles technologies, de l'accélération, de l'introduction de ces nouvelles technologies dans le matériel. C'est un sujet qui est particulièrement important. Et enfin, l'export, ça nous permet de financer nos frais fixes. Nous investissons dans des infrastructures, nous investissons dans un outil de production, nous investissons dans des systèmes d'information, nous avons également des coûts qui sont des coûts de fonctionnement. Et il est bien clair que si nous n'avions pas l'export, eh bien, c'est le client français qui devrait supporter l'ensemble des coûts. Et par conséquent, les programmes français seraient effectivement plus chers. Il y aurait une augmentation des coûts. Donc, au-delà effectivement des arguments qui sont valables effectivement pour les grands maîtres d'œuvre, il est évident que tout ceci effectivement est valable pour l'ensemble de la filière, puisque même lorsque nous exportons et que l'intégration du navire est effectuée dans le pays client, eh bien, la plupart du temps, les équipements qui sont vendus sont des équipements qui sont vendus et qui, effectivement, sont vendus par l'ensemble de nos partenaires en France. Quelles sont les conditions de succès de l'export pour vous, industriels ? Nous exportons des matériels qui sont très liés à la souveraineté de nos clients. Et par conséquent, ce qui est absolument indispensable, c'est de mettre en place des relations de confiance. Et des relations de confiance à tous les niveaux. Des relations de confiance au niveau politique, entre les gouvernements, des relations de confiance entre les forces armées, et bien sûr des relations de confiance entre industriels. Alors, je crois que c'est une des conditions, et c'est un facteur qui a été à la base du succès en ce qui concerne l'exportation des sous-marins en Australie. Parce que là, véritablement, il y a eu un effort, effectivement, je dirais, de tous et tout le monde attiré dans le même sens, de manière à aller gagner ce contrat. À l'inverse, lorsque nos concurrents sont capables de mettre en place donc, un soutien similaire, et je voudrais signaler donc, le cas du gain du contrat de sous-marin en Norvège par l'Allemagne,
où une coopération a été mise en place entre l'Allemagne et la Norvège, avec l'acquisition par l'Allemagne de 2 sous-marins du même type que les sous-marins norvégiens, avec l'acquisition également d'un certain nombre de missiles Mermer de Kongsberg, eh bien, nos concurrents, effectivement, ont des arguments qui permettent de l'emporter et qui permettent donc d'aller gagner ces contrats. Donc là aussi, cela vient confirmer l'importance du facteur confiance. Alors, un deuxième facteur, c'est l'importance pour nous, dans le domaine naval, bien sûr, de la référence de la Marine nationale. La Marine nationale est une marine de tout premier plan. C'est reconnu, effectivement, je dirais, par l'ensemble des acteurs qui comptent, y compris par les Américains. C'est la première marine au monde qui a effectué le commandement, dans le cadre de la Task Force 50, d'un groupe aéronaval avec une force américaine en Méditerranée. Grâce à la Marine nationale, nous bénéficions également du label qui est le label Sea Proven, voire Combat Proven. Et bien évidemment, c'est un argument qui compte pour nos clients. Troisième point, nous pensons qu'il est tout à fait indispensable de former une équipe de France soudée. Et cette fois-ci au sens large, non seulement effectivement avec donc, nos partenaires qui sont les partenaires étatiques, mais aussi c'est l'ensemble de la filière industrielle que les grands maîtres d'œuvre doivent être capables d'embarquer. Bon, nos partenaires, ce sont MBDA, Thales, Safran, Airbus, qui contribuent à peu près pour 50% en ce qui concerne la valeur ajoutée d'un navire, que ce soit un sous-marin ou un bâtiment de surface. Et c'est bien donc en étant soudés que nous réussissons à avoir des offres qui sont globalement compétitives. Et ceci ne vient en aucun cas contredire, bien évidemment, notre ambition européenne. Car si nous allons effectivement vers des coopérations européennes, eh bien, ce sont des coopérations élargies que nous devrons mettre en place. Il sera important dans ce cas-là de pouvoir continuer à mettre en avant ce facteur confiance vis-à-vis des clients, de manière à ce qu'ils aient face à eux une équipe qui soit une équipe soudée et qui soit capable de répondre à leurs besoins sur le long terme. Enfin, bien sûr, il faut démontrer la supériorité opérationnelle et technologique de nos produits. Et pour cela, nous avons un certain nombre d'atouts. Premier atout de notre filière, c'est l'atout de la dissuasion nucléaire. Alors ça peut paraître paradoxal, mais les exigences de la filière nucléaire tirent vers le haut l'ensemble de la filière, et notamment dans le domaine de la discrétion acoustique, qui est un facteur qui est absolument clé dans le domaine de la guerre sous-marine. Eh bien, nous avons un avantage qui est tout à fait incontesté. La R&T et la R&D publique aussi jouent un rôle tout à fait essentiel, qui nous permet de garder une longueur d'avance pour ce qui concerne la maîtrise des technologies. Et puis, il y a des points sur lesquels il nous faut progresser. Il nous faut progresser donc vraisemblablement en ce qui concerne notre capacité à pouvoir introduire en cycle court des technologies qui viennent du domaine de la défense, mais également qui viennent du domaine du civil. Il y a de capable de le faire dans des matériels en service. Et ceci, donc là aussi, c'est un sujet qui demanderait un certain nombre de développement, mais c'est un sujet qui donc, nous paraît être tout à fait essentiel de manière à pouvoir continuer une longueur d'avance en ce qui concerne la qualité de nos produits. Bon, en résumé, donc, l'export est indispensable de manière à pouvoir atteindre la taille critique, au même titre que les coopérations européennes. Et pour réussir à l'export, il faut travailler en équipe, et cette équipe doit être soudée. Justement, pour garder cette longueur d'avance, dans les contrats export, il y a souvent des transferts de technologie. Est-ce que vous ne créez pas vos propres concurrents de demain ? Il y a des transferts de technologie. C'est une demande qui maintenant est systématique de la part des États clients. Où que l'on soit, la demande est faite de mettre en place des transferts de technologie. Donc là, quelle réponse peut-on avoir par rapport à cette demande ? Première réponse pourrait être de dire non. Mais si on disait non, il est évident qu'on se fermerait un certain nombre de contrats. Et à partir de ce moment-là, donc, eh bien, nous irions, d'une part, détruire de la valeur en France, parce qu'il y a un certain nombre d'emplois qui seraient détruits, et puis d'autre part, donc, nous n'aurions plus cette opportunité de manière à pouvoir continuer à développer des technologies qui nous permettent de répondre aussi aux besoins des clients français. Et donc, ça serait tout à fait inacceptable. L'autre approche, qui me paraît être une approche pragmatique, en tout cas, c'est celle que nous mettons en place avec le soutien de la France. C'est une approche où on définit finalement un certain nombre de principes, de lignes rouges, en ce qui concerne ce que nous considérons comme pouvant être transférés et puis ce que nous ne pourrons pas transférer. C'est ce que nous faisons au Brésil,
C'est ce que nous faisons également en Inde, c'est ce que nous faisons vis-à-vis des différents pays vis-à-vis desquels nous exportons. Et donc là, nous ne sommes pas seuls, bien sûr, parce que l'État aussi a un certain nombre de sujets sur lesquels il considère qu'il est important que nous puissions garder un certain nombre de technologies comme étant des technologies cœur, sur lesquelles donc, nous ne pouvons pas autoriser des transferts de technologies. Enfin, dernier point, il est important de continuer à investir, garder une longueur d'avance technologique. Et là, donc, ça demande un effort qui est un effort continu. Et puis, il faut être ouvert. Il faut regarder effectivement les technologies d'où qu'elles viennent. Aussi, les technologies du civil, on le disait tout à l'heure, être capable de les introduire. Et là, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je crois que nous sommes dans une période qui est une période tout à fait passionnante, où il va falloir que nous fassions les bons choix avec des ressources, bien évidemment, qui restent ce qu'elles sont. Merci, Monsieur Battesti. Avant de lancer un petit débat dans la salle, je voudrais poser une question à Monsieur Belin. Comment se passe le financement de la BITD chez nos partenaires ? Oui, alors chez nos partenaires, et puis on va retrouver le même problème en France, nous avons fait une étude avec Hélène Masson, la FRS, pour le groupe ARES de l'IRIS, sur les entreprises mondiales de défense et leurs actionnaires. Et on se rend compte quand même, ça a été soulevé tout à l'heure, qu'il y a un actionnariat étranger qui est assez important dans les grandes entreprises, dans les PME également. Alors dans les grandes entreprises, ça se comprend parce que finalement en France et dans les autres pays, on a développé les marchés financiers, le financement par le marché, mais on n'a pas forcément développé en parallèle les sources de financement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le civil, qui est noté pour les entreprises civiles, de plus en plus d'actionnaires étrangers. Donc ça, c'est plus pour les grandes entreprises. Toujours pour les grandes entreprises, et puis ça concerne aussi les PME, le financement de l'innovation, qui est une priorité. Comme l'a rappelé Bertrand Lemeur, un des manques qu'il y a également en France par rapport aux autres pays européens, c'est le financement par action ou le financement en fonds propres, et notamment des PME. Donc là, on peut souligner les efforts qui ont été faits justement par le fonds DGA BPI pour financer ces PME. Vous avez aussi des acteurs privés du capital risque, type ACE Management, qui interviennent sur ces domaines-là. Et donc, il faut favoriser ce financement par capital risque. Et puis, également, ce qu'on pourrait dire, qui s'applique à la France et aux autres pays européens, c'est qu'il faut qu'il y ait une mutualisation des financements. Donc cette mutualisation, finalement, apparaît déjà par les coopérations entre entreprises. On a déjà des mutualisations de financement par des coopérations entre États au niveau bilatéral ou multilatéral. Et il faut mutualiser et coopérer encore plus, à la fois entre le civil et la défense, entre les différents États et entre les entreprises. Merci. Oui, je voudrais compléter ce que vient de dire Jean sur la problématique des innovations et des PME et start-up. C'est un élément critique. Les start-up françaises, on le dit, et je crois que c'est vrai, sont très efficaces, mais évidemment, structurellement, n'ont pas de capitaux. C'est le travail peut-être de la DGA, et je le salue, et de la BPI. Les industriels, à mon avis, doivent aussi avoir un rôle dans ce domaine. En tout cas, c'est ce que nous avons décidé de faire modestement avec nos moyens, bien sûr. Parce que nous travaillons depuis de nombreuses années, je vous ai cité l'initiative MCMITP avec beaucoup de petites start-up et PME. Et on est effaré de voir à quel point un certain nombre d'industriels, qu'ils soient bien sûr, c'est classique américain, mais de plus en plus chinois, sont là pour récupérer ces technologies. Pas forcément d'ailleurs pour récupérer la technologie de défense, mais ces technologies sont des technologies le plus souvent duales. Et l'accès au marché chinois pour ces patrons de start-up est tel que la tentation, évidemment, pour eux va vite les conduire à prendre des décisions qui peuvent nous conduire, nous, à ne plus avoir accès à ces technologies. Et un des moyens, je ne dis pas de barrer, mais de freiner, d'anticiper, de pouvoir réagir, c'est que les entreprises soient au capital de ces sociétés, non pas pour les contrôler, parce qu'on ne peut pas tout contrôler et puis on n'a pas les moyens, mais en tout cas pour être dans la place, pour savoir ce qui se passe et tout faire pour influer dans le bon sens les décisions stratégiques de ces PME et de ces startups. Merci. Juste une question pour M. Belin. Il y a actuellement un projet de financement innovant qui s'appelle Socle Défense. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Vous l'avez vu ?
Oui, hein, j'ai pu regarder de quoi il s'agissait. Donc c'est un projet qui va regrouper, qui cherche à regrouper l'armée, les industriels, la DGA et le ministère de la Défense, hein, qui comprend 3 pactes défense, un pacte de croissance, un pacte d'emploi, un pacte d'exportation, et qui aurait comme ressource finalement un produit d'épargne ou un plan d'épargne. Moi, quand j'analyse ce type de solution, bon, je vois des avantages, hein, puisque ça permet de répondre au financement, aux caractéristiques des financements innovants dont je parlais tout à l'heure, avec une stabilité, une prévisibilité. Des ressources disponibles. D'autre part, ça permet de faire coopérer les acteurs, hein. Donc là, on voit encore que c'est un travail en coopération avec les industriels, la DGA et le ministère de la Défense. Ma seule limite, finalement, c'est sur les ressources. Il ne faut pas qu'un financement innovant devienne plus cher qu'un financement traditionnel. Et donc, ma limite, c'est là-dessus. Mon interrogation, c'est sur, finalement, le coût de l'épargne. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, quand on voit le taux d'emprunt actuellement pour l'État, finalement, que l'État emprunte plutôt qu'il fasse appel à l'épargne privée. Et puis, il faudrait aussi être sûr que finalement, cette épargne-là ne rentre pas en compte ensuite dans l'endettement français, puisque c'est l'objectif principal. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Ici. Alors, vous vous présentez et vous dites à qui vous adressez la question. Oui, Général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant de l'OTAN. C'était pour reprendre l'idée des financements innovants. Effectivement, ce projet que nous soutenons avec l'ancien chef d'état-major de la marine, en fait, il est là, c'est un booster en quelque sorte, parce que le constat qu'on fait, d'une manière assez objective, d'ailleurs ça rejoint ce que disait Monsieur le Président Bridet, c'est qu'on a besoin de recapitaliser la défense. Et on a besoin de la recapitaliser à un niveau relativement élevé, suite à la décapitalisation en quelque sorte. Et en reconsidérant la défense comme un capital, à ce moment-là, on veut créer une valeur ajoutée. Alors après, l'outil de financement, il reste... Ceci est un projet qui a été conçu en petits groupes et certainement pas un projet d'experts, même s'il est assez avancé malgré tout. Mais je crois qu'on est au moment où il faut se poser les bonnes questions et essayer de trouver ce booster. Parce qu'on a le sentiment, si vous voulez, que quoi qu'on fasse, y compris en rajoutant 1, et quelques milliards d'euros, et moi je trouve ça très bien qu'on se remette en progression, mais quand on voit effectivement le reste à payer, la dette des mesures qu'on a prises pour restaurer l'outil de défense en 2015 et 2016, mais ça reste à payer. À un moment, on parlait de 7 milliards. Si on fait 7 milliards par rapport à 1,8 milliard, il va falloir un certain temps. Et pendant ce temps-là, on ne va pas réinvestir. Il faut regarder les choses en face. Je crois qu'on est au moment où on regarde l'avenir en face et qu'on se dit, nom de Dieu, ça ne va peut-être pas suffire pour relancer vraiment la défense et prendre la défense comme étant un capital qui va lui-même produire de la valeur, produire des emplois, produire la technologie, produire l'innovation. Or, aujourd'hui, on voit bien c'est très bien les initiatives qui sont prises, mais si on regarde les sommes qui sont en jeu, je suis désolé de dire qu'elles sont ridiculement faibles par rapport aux enjeux. Aujourd'hui, les start-up, elles sont capables de lever beaucoup plus de fonds que la France pour son innovation, quand même. Regardons les choses en face. Donc, voilà, ce projet-là, je crois qu'il a le mérite d'être défendu au titre de l'innovation financière et on a besoin de... Maintenant, il faut le travailler, mais il faut le travailler avec un esprit neuf aussi. Il faut le travailler en sortant des schémas habituels. Oui, peut-être que ça endettera la France sur le plus long terme, mais si ça donne aussi une plus-value d'abord dans la défense et la sécurité, assurer la défense et la sécurité, ça n'a pas de prix, ça a un coût, c'est vrai, mais c'est aussi dans l'innovation et dans ce booster qui a été la défense pendant des années. Et dans les années, on se rappelle des années 60, c'est peut-être le moment de le faire. Voilà, je voulais simplement apporter cette précision. Alors, je trouve que l'idée d'un fonds, hein, c'est tout à fait un financement innovant, hein, puisque c'est cité dans les types de financement innovants, c'est ces fonds qui permettent d'obtenir justement une certaine stabilité et prévisibilité. Après, ma remarque était juste sur le coût de la ressource, où on peut trouver finalement d'autres solutions pour alimenter ce fonds. Nous avons encore du temps pour des questions avant l'arrivée de la ministre. Est-ce que vous... Il y a quelqu'un ? Là, oui. Une vraie question, préciser une vraie question. Bonjour, François-Xavier Briffaut. Je voulais réagir à ce
que M. Martin a dit tout à l'heure, et avec une question qui intéressera probablement M. Le Maire. Rapidement, il y a quelques années, le projet de rapprochement entre Peugeot et General Motors a avorté parce que la présence au capital de Peugeot de General Motors, enfin, entre autres, faisait porter à sa stratégie internationale un risque important. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait, dans les conditions de succès des coopérations, qu'il y ait une homogénéité des politiques d'exportation des pays. Mais vous avez aussi dit que finalement, on pouvait considérer comme étant européenne une société, même si son capital pouvait appartenir à un fonds ou à un actionnaire américain. Ce qui pourtant l'expose à une stratégie d'exportation qui pourrait ne pas être homogène avec celle des pays qu'elle fournit. Et donc, j'ai du mal, là, dans l'ensemble de ces contraintes, à voir un chemin de sortie. Alors, je n'ai pas tout à fait dit cela. J'ai dit que l'industrie de défense européenne était, au niveau capitalistique, quelquefois partiellement, voire totalement contrôlée par des capitaux étrangers, en l'occurrence celui que j'ai cité, Hensoldt américain, et que ça posait un problème vis-à-vis de l'initiative européenne que nous parlions, que nous évoquions, parce que vu de l'État allemand, par exemple, ou pour la France, pour Figeac, ces sociétés, tant qu'elles présentent l'assurance de ne pas nuire aux intérêts de l'Union européenne, aux intérêts de ses États membres, etc., qu'elles fonctionnent comme une société européenne, il est difficile de les exclure, simplement sur la problématique capitalistique. Mais c'est un risque, c'est une menace. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas encore finalisées au niveau des discussions, à ma connaissance, au niveau européen. Mais les premières idées que nous avions, qui étaient d'exclure du périmètre de cette future initiative toute société ayant même un capital minoritaire étranger, pouvait poser de gros problèmes, ne serait-ce que d'ailleurs pour MBDA, qui dans quelques années va se retrouver avec un 37,5% d'un capital non européen qui s'appelle British Aerospace, et qui là aussi peut, si on était très rigide, peut poser problème vis-à-vis de ces idées. Et là, j'en profite pour dire qu'en ce qui nous concerne en tout cas, et ce n'est pas qu'en ce qui nous concerne, je pense que ça peut intéresser des sociétés comme Thales et d'autres, il est absolument fondamental, quelles que soient les conditions de sortie du Brexit, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, que l'Union européenne, dans sa négociation avec la Grande-Bretagne dans les mois qui viennent, trouve les moyens intelligents pour faire en sorte, en tout cas au niveau de la défense, que le Brexit n'ait, si possible, aucun impact et qu'on puisse continuer à travailler comme avant. Certes, le financement de l'industrie britannique ne pourra pas être assuré ou les subventions apportées ne proviendront pas de l'Union européenne, ce sera à la Grande-Bretagne de le faire, mais qu'au niveau industriel, rien ne change sur ce plan-là. Donc oui, pour revenir, c'est un risque, c'est une menace, mais il faut être lucide. Alors je ne dis pas qu'on va coopérer demain matin avec Hensoldt, c'est peut-être un point dangereux, mais on fera attention dans les coopérations avec qui nous allons coopérer, et il sera plus facile pour nous de coopérer, notamment compte tenu de la politique d'exportation, avec des partenaires européens dont nous considérons que même s'ils ont une partie de capital non européenne, ça ne pose pas de problème en matière d'exportation. Ça a été dit aussi tout à l'heure, je ne vais pas le rappeler, qu'il y a des pays européens qui ont une politique d'exportation elle-même quelquefois un petit peu erratique et qui peuvent là aussi nous poser des problèmes quelquefois en matière de coopération. Monsieur Le Maire. Je crois que, comment dire, il ne faut pas oublier, et ça a été dit, que jusqu'à présent, les exportations sont une condition essentielle de la robustesse de notre industrie de défense, parce qu'on n'a malheureusement pas, et on n'est pas au temps du général de Gaulle, on n'est pas à 6% de PIB pour la défense, on n'a malheureusement pas les moyens de financer ou de passer d'acquérir en permanence des équipements auprès des industriels pour garantir leur activité. Donc Jean-Yves Battesti a bien dit que l'export était fondamental à ce titre-là pour les entreprises. C'est aussi fondamental pour l'État parce que ça crée des marges de manœuvre budgétaires qui sont toujours essentielles à garder à partir du moment où un groupe a de l'export. Dès lors qu'on introduit dans un système, qu'il soit national ou qu'il soit fait en coopération, des équipements essentiels, et je parle bien d'équipements essentiels,
provenant d'entreprises dont les dont les centres de décision sont en dehors de l'Europe, vous courez toujours le risque que le détenteur de la décision en question sur, je vais dire, un programme d'exportation, vous dise « Ah oui, mais attendez, là, si je vous vends telle pièce pour, on va dire, le programme Rafale, prenons un exemple que personne ne connaît, pour le programme Rafale, on peut très bien avoir un détenteur d'entreprise en Europe qui travaille à la fois sur le Rafale et sur le F-35. Le jour où la question de l'exportation du Rafale va venir sur la table, vous pouvez très bien vous trouver avec un actionnaire situé aux US, en Chine ou peu importe. Je ne fais pas d'anti-américanisme primaire, je tiens à le préciser, mais vous pouvez très bien avoir un investisseur, un actionnaire qui dise « Mon analyse économique me dit que j'ai plus de valeur ajoutée dans l'exportation du F-35 que dans l'exportation du Rafale. » Et donc c'est ça la question qui est en jeu sur le contrôle des entreprises. Et encore une fois, on est sur une longue route et on n'aura pas de solution miracle à court terme. Mais c'est ça la question du contrôle des entreprises qui sont financées par l'Europe. Encore une fois, je le rappelle, dans une perspective de développement d'une industrie européenne avec une vertu souveraine. Dès lors que vous ajoutez européen et souverain, vous êtes un peu comme les Américains et comme tous les autres pays, condamnés à terme, mais peut-être que la route sera longue étant donné que le point de départ n'est pas totalement optimal, vous êtes condamnés à terme à viser une détention du capital qui soit plutôt européenne. Et on peut difficilement, c'est en tout cas ma conviction, associer le fait d'annoncer qu'on va financer des activités, enfin que l'Europe va financer des activités dans une démarche de souveraineté si elle considère dans le même temps qu'une partie de ces activités est soumise à des restrictions ou à des décisions qui échappent, je ne vais pas dire au contrôle de l'Europe, c'est une notion qui me paraît difficile à maîtriser, mais des activités qui sont déterminées dans un périmètre qui est totalement extérieur à l'Europe en tout cas. C'est plutôt comme ça qu'il faut le déterminer. Dès lors qu'on sait que c'est à l'extérieur de l'Europe, je crois qu'il faut qu'on considère qu'on crée un risque pour la souveraineté que le fonds en question veut développer. D'autres questions? J'ai l'impression que la salle... Oui. Juste pour passer le temps, que penses-tu de la DARPA européenne qui, semble-t-il, fait l'objet de réflexion? La DARPA européenne, juste repréciser un ou deux éléments de contexte. La DARPA, c'est 3 milliards de dollars de budget par an. Globalement, je vais caricaturer encore et on me le reprochera, c'est pas très très grave, mais globalement investi à fond perdu, c'est-à-dire c'est financer des idées qui sont à des horizons d'application très très long terme, c'est-à-dire 20 à 30 ans, pour identifier ce que je qualifierais presque la rupture de la rupture. Ce n'est pas la rupture qu'on peut voir maintenant, c'est presque celle qui viendrait en rupture de celle qu'on peut voir à court terme. Donc c'est typiquement un mode de financement américain, c'est un mode de pensée américain. Je crois que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme les Shadocks, on essaye tout et puis à la fin il y a bien, voilà, on lance toutes les fusées et sur 1 million il y en a bien une qui arrivera à voler. Voilà, donc c'est juste pour repréciser. Je crois que ça n'est pas le génie européen, en tout cas le génie français, que d'essayer de travailler sur des spectres aussi larges, de tout financer pour voir ce qu'il en sortira. Je crois qu'on a un écosystème industriel, mais aussi étatique. J'emploierai pas le terme de complexe militaro-industriel, mais on a un écosystème qui nous permet d'essayer d'injecter de la valeur à beaucoup d'endroits. Donc personnellement, je ne suis pas très favorable au terme DARPA européenne. Je suis très favorable à tout ce qui est renforcement de l'innovation et renforcement du financement de l'innovation. Plus en rupture, je crois qu'il faut être plus en rupture, je crois qu'il faut être plus agile. Je parlais tout à l'heure de l'accélération des rythmes. Quand les rythmes s'accélèrent, il faut que la défense en général, qui est quand même quand toute l'économie accélère, la défense qui est un acteur économique, qui me paraît être un acteur économique de premier rang, doit se mettre à niveau, c'est-à-dire qu'elle doit être en capacité d'accélérer,
de switcher d'un sujet à un autre. C'est douloureux, il y a des erreurs, et ça implique probablement un changement culturel. Ça implique d'accepter ce qui vient de l'autre, ça implique d'accepter les erreurs, ça implique d'accepter les dépenses qui finalement ne servent à rien ou n'auront servi à rien. C'est tout un tas de choses. Mais voilà, je ne crois pas que le terme DARPA à l'européenne soit un terme qui soit très adapté à notre environnement et à nos ressources. Je préfère tout ce qui est innovation de défense, tout ce qui est agence de l'innovation, financement d'innovation, mais un financement raisonné et raisonnable. Une question là-haut. Oui, bonsoir, François Devaucoux, ministère des Armées. Ma question pourrait s'adresser à chacun des membres du panel. Je souhaiterais avoir votre avis sur, dans la perspective de la coopération européenne, sur l'élargissement du champ au-delà des partenaires traditionnels, puisque généralement on a une sorte de club militaro-industriel de puissances qui sont suffisamment mûres pour coopérer dans ce domaine. Qu'en est-il aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler la BITD européenne émergente, c'est-à-dire des pays qu'on a moins l'habitude de voir dans la coopération, mais qui, peut-être sur certains segments, commencent à développer des compétences et des savoir-faire, et en se projetant un peu dans l'avenir, est-ce qu'on peut attendre un élargissement du club des Européens qui coopèrent dans le domaine militaire ? Bon, je vais essayer de commencer, mais je suis confiant dans les compléments de réponse que mes collègues vont apporter. Tout d'abord, pour un industriel, comme ça a été dit d'ailleurs dans la première table ronde par Philippe Duhamel, je crois, on coopère bien avec des partenaires, on va dire, de taille équivalente, de compétences équivalentes, en tout cas au niveau maîtrise d'œuvre. On peut acheter des choses, j'y reviendrai, à des plus petits, mais en tout cas, en tant que partenaire, si on veut faire un avion de combat, mieux vaut le faire ensemble. Si on veut faire un bateau ensemble, c'est avec des partenaires de même taille. Donc les pays ex-LOI, enfin les LOI existent toujours, resteront, je pense, pendant encore longtemps, tant que n'émergera pas sérieusement dans les autres pays. Bon, est-ce que c'est souhaitable? C'est un autre sujet. J'ai commenté un petit peu ce problème-là. N'émergeront pas d'autres acteurs. Je pense qu'ils resteront tout à fait majeurs. On peut effectivement s'ouvrir à d'autres au niveau des équipements. Là, il va y avoir un problème, parce qu'on les connaît, en tout cas nous, MBDA, on les connaît peut-être pas parfaitement bien, c'est les problématiques d'exportation. L'insertion de composants plus ou moins importants dans nos produits. Évidemment, le modèle pour MBDA à l'exportation est essentiel. On fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'exportation, pour la France et même encore plus actuellement. Donc on ne survit pas sans l'exportation. Donc ça sera un élément clé du choix de notre sous-traitance. Mais je n'exclus pas, alors pour les missiles, c'est peut-être... je veux dire, c'est peut-être un plaidoyer pro domo. Je me considère peut-être à tort comme le champion européen et mon marché, c'est pas en Europe. En Europe, le marché européen des missiles, c'est 18% du marché mondial des missiles. C'est un tout petit marché. Le marché américain, c'est 40%. Il nous est quasiment inaccessible. Le marché export se développe. Aujourd'hui, c'est le reste. Et c'est ce marché-là qu'il faut absolument adresser. Donc, pour MBDA, on peut acheter des choses s'il y a des technologies, s'il y a les politiques d'exportation. En termes de partenariat d'égal à égal, je serais peut-être un peu trop égoïste. Je vais chercher plutôt des partenariats avec des Indiens, des Coréens, des Japonais, peut-être un jour, pour adresser des marchés qu'aujourd'hui, j'ai du mal à adresser. Monsieur Le Maire. Cette initiative je pense en particulier au Fonds européen de défense, mais ce Fonds européen de défense, ça n'est quand même pas ça n'est peut-être malheureusement pas, ou c'est probablement prématuré, mais c'est pas un Buy European Act. C'est un fonds d'incitation industrielle. Donc moi j'appelle de mes voeux le développement de coopération avec des pays qu'on voit jamais, c'est clair. En même temps, je pense à 2 ou 3 de ces pays qui ne sont pas forcément très très loin de la France, qui dans les négociations, et il se trouve que je suis assez proche d'une partie de ces négociations, viennent à la table des négociations en disant écoutez, si on passait l'expression, c'est con mais c'est comme ça, j'achète ces 2 MC3, j'achète des produits aux Américains, mais par contre je voudrais que le Fonds européen de défense
fasse obligation aux pays qui lancent des coopérations d'aller chercher des sous-traitants dans les pays qui n'achètent pas européens. Je vais le dire comme ça, sinon on va encore me traiter d'anti-américain. Et il y a là quand même une espèce d'incohérence à dire je veux bénéficier de la manne, je veux bénéficier des droits, mais surtout pas des obligations. Donc il y a... moi je pense que nous devons tous appeler de nos voeux le développement de ces coopérations, mais ce sera forcément quelque chose d'assez long et ça ne viendra que progressivement. Je pense que c'est comme dans d'autres domaines, la confiance, ça va être une question de construction de la confiance, c'est-à-dire, et quelque part, même si le terme n'apparaîtra nulle part, de réciprocité, c'est-à-dire on veut bien travailler avec des entreprises de ces pays-là et on voudra bien contribuer à l'émergence d'une base industrielle dans un certain nombre de ces pays-là, si tant est qu'ils s'inscrivent vraiment dans une démarche européenne. Je pense que c'est ça le deal politique. Et très honnêtement, je ne suis pas certain qu'il soit en place dans tous les pays. C'est un regret, mais c'est un fait. Est-ce qu'il y a une dernière question avant l'arrivée imminente de la ministre? Oui, madame. Bonsoir, Marianne Ardisson, ministère des Armées. J'ai une question qui s'adresse à M. Belin à propos des financements innovants. Dans le cadre du Fonds européen de défense, ont aussi été évoqués des instruments financiers innovants qui pourraient être mis en place à l'échelle européenne. Je voulais savoir si vous aviez étudié ce point. Alors, on n'a pas encore étudié dans le détail les financements innovants au niveau européen. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les financements innovants que je vous ai présentés tout à l'heure, il y a toute la typologie. Et je vous ai présenté une typologie qui était la mutualisation. Et je pense que cette catégorie-là, c'est celle qu'on pourrait utiliser au niveau européen. Et je pense qu'il faut favoriser la mutualisation de la formation, de l'entretien, de l'achat. Mais il ne faut pas être naïf non plus là-dedans. Hein. Il faut bien regarder tous les problèmes de gouvernance que ça va instaurer et qui ont été soulevés par différents acteurs. Donc à chaque fois, voir finalement qui va décider, qui va avoir la propriété intellectuelle des innovations. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à régler, en plus de la source de financement au niveau européen. Merci. Toute dernière question peut-être. C'est le moment ou jamais. Monsieur, et rapidement. Ah non, c'est bon, c'est terminé. Je suis désolé. Ah bon, on va la prendre. Donc on me dit en régie que tout est bon, on peut. Mais rapidement en tout cas. Le classement des 5 premiers pays exportateurs de matériel militaire a spectaculairement changé, notamment cette année, dans le rapport du CIPRI. Comment envisagez-vous l'avenir du marché de l'exportation avec d'autres changements qui se profilent? Je songe à la Chine qui est rentrée dans les 5 premiers, mais il y a d'autres éléments et je ne rallonge pas ma question. Écoutez, il faut absolument que nous prêtions une grande attention effectivement à cet effort de défense en Chine, en Russie, qui s'accompagne effectivement d'une volonté qui est une volonté d'aller conquérir de nouveaux marchés, et c'est le cas dans tout le sud-est asiatique. Il faut absolument s'en préoccuper. C'est pourquoi, donc, on disait tout à l'heure, il est important que nous puissions, nous aussi, avoir la taille critique. Et pour résumer peut-être en 2 mots, cette taille critique, je pense qu'il y a vraiment 2 solutions, et 2 solutions qui sont complémentaires. D'une part, aller vers l'Europe de la défense. Et aller vers l'Europe de la défense, c'est garder les moyens qui nous permettent de continuer à être compétitifs, les technologies qui nous permettent d'être compétitifs, et de manière à garder une longueur d'avance par rapport à cette compétition. Et puis d'autre part, effectivement, donc s'appuyant sur ces complémentarités en Europe, c'est être capable donc d'aller continuer à garder des parts de marché à l'export, en soutien, il faut bien le dire, de la politique de défense des pays européens, et en étant aligné avec les objectifs géopolitiques et géostratégiques de nos États. Je rajoute un tout peu, c'est un point que tu l'abordes tout à fait à la fin. L'exportation matérielle de défense, ce n'est pas une exportation banale.
L'expansion de la défense, c'est d'abord et avant tout une décision politique du pays vendeur et une décision politique du pays acheteur. C'est donc d'abord une décision politique. Certes, il faut que le produit soit performant, certes, il faut que le budget soit à peu près là, mais d'abord et avant tout, surtout pour les matériels souverains, je ne parle pas des munitions petit calibre ou des Kalachnikov, mais un avion, un bateau, un sous-marin, un missile, un satellite, c'est une décision souveraine. Et la puissance de la France ou de l'Europe à l'exportation sera proportionnelle à la puissance et à l'évolution de la puissance de l'Europe sur le plan politique. Moi, je vais plutôt répondre en changeant le point de vue. Je crois que l'économie de défense dans un certain nombre de ces pays n'est pas la même économie que celle qu'on pratique en Europe. C'est-à-dire que le prix n'est pas forcément le coût. Dit autrement, le prix n'est pas forcément le coût. Et comme le disait fort justement Olivier Martin, pour un certain nombre de pays, parmi ceux qui ont été cités, l'exportation est un acte politique. Et je dirais presque que c'est un acte politique subventionné. Donc la question est plus... Moi, je suis persuadé qu'on va vers un bouleversement du marché des exportations d'armement. Et peut-être que les outils qui sont à la disposition des industriels européens, qui sont quelque part, ou occidentaux, qui sont tous sous le même régime, sous des régimes classiques, et aussi sous la supervision de l'OCDE et sous des régimes de compliance, je vais dire, qui sont quand même assez drastiques, je crois que la situation va drastiquement évoluer. Je ne dis pas que la réponse à apporter à un niveau européen ou à un niveau occidental, je ne sais pas si c'est la même chose, je ne dis pas que la réponse soit un relâchement des contraintes de compliance ou un changement des modes de financement. Je suis quasi certain qu'il n'y a aucune solution dans cette voie-là. Mais la conviction, je pense que la conviction de la DGA aujourd'hui, c'est que la seule potentialité de maintien, voire de développement de ce marché export, qui reste encore une condition sine qua non à notre autonomie stratégique, c'est de rester à la pointe de l'innovation, à la pointe de la technologie, à la pointe des solutions. Et quand la DGA travaille sur la question de l'innovation et de l'injection de l'innovation dans les projets, dans les programmes le plus tôt possible et dans des boucles les plus courtes possibles, c'est à la fois pour nos forces, c'est à la fois pour les programmes qu'on délivre à nos opérationnels, mais c'est aussi dans un temps décalé et avec des caractéristiques maîtrisées. Ça doit aussi être pour l'exportation. Sinon, il est clair qu'on se fera à un horizon qui n'est pas forcément très, très éloigné, balayé par des solutions peut-être aussi proches ou un peu moins bien technologiquement, mais à un prix qui défiera toute concurrence. Et dans le domaine, on n'est pas comme dans les tontons flingueurs. Hein. C'est pas le prix s'oublie, la qualité reste. Il y a des moments où le prix s'oublie pas et la qualité, si. Donc je crois qu'il faut avoir ça en tête. Mais il faut avoir cette conviction que cette économie de défense, dans un certain nombre de domaines, elle est totalement déséquilibrée et totalement asymétrique. J'ai une question pour vous, Monsieur Belin. Comment augmenter l'efficacité des financements aujourd'hui disponibles ? Oui, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, par la mutualisation, l'augmentation de la coopération et l'échange d'informations. Donc ça a été des idées qui ont été développées tout à l'heure. Et puis finalement, on pourrait aussi travailler sur les compétences. Donc généralement, quand il y a des vides de financement dans une industrie, c'est aussi parce que les intermédiaires financiers ne connaissent pas forcément cette industrie et n'arrivent pas à sélectionner les bons et les mauvais projets. Et nous avions réalisé une étude avec Marianne Gill sur les entreprises de la défense en les comparant à des entreprises civiles. On avait fait cette étude pour l'OOD et on s'apercevait que les entreprises défense, il y avait une implication beaucoup plus faible des intermédiaires financiers dans ces entreprises que dans les entreprises civiles.
Et donc si un jour l'État se retire, il va y avoir une baisse finalement de la commande et une baisse des financements, et on n'aura pas d'intermédiaires financiers qui connaîtront le domaine et qui pourront prendre le relais. Donc il faut peut-être petit à petit aussi faire monter des compétences dans ce domaine, inciter des banques, des fonds à rentrer plus dans le domaine et à mieux connaître les entreprises de la défense. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous avons épuisé tous les sujets? Ah, Pierre Tran. Juste pour vous aider, Michel. Pour la connaissance des intermédiaires financiers, quelle est l'importance de ces grandes banques dans le marché d'exportation, leur soutien, le financement des grands contrats? Première question. Et il y avait ce sujet des frégates. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un projet de leasing pour des frégates pour la Marine nationale, et j'ai interrogé une grande banque française, et ils ont fait des études. Est-ce qu'on est revenu à des affrètements pour les armées? Bon, l'importance est tout à fait capitale. Dans tous les grands contrats d'armement, la question du financement est une question clé, la question de la qualité du financement et la qualité de l'assurance associée. Donc ce sont deux questions qui sont tout à fait essentielles et qui sont un différenciateur lorsqu'on arrive à les mettre en œuvre de manière à les gagner des grands contrats. C'est tout à fait... Je suis d'accord. Moi, je vais peut-être donner un éclairage sur la deuxième partie de votre question. Vous faites référence, donc, en parlant de leasing de frégates, à un sujet qui a agité la place de Paris il y a à peu près 3 ou 4 ans, qui s'appelait les sociétés de projet. Je ne crois pas que ce type de solution, qui pourrait faire partie des financements innovants, soit pour le moment à l'ordre du jour. Ça pose quand même, et on l'avait analysé en détail, beaucoup de questions réglementaires, financières, voire même constitutionnelles pour certaines. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, ça me tenait à cœur, mais force est de constater que c'est probablement un chemin qui ne mène pas très loin. Pour compléter ces réponses, je vais faire une réponse à partir des recherches qui sont menées sur les exportations dans le domaine plutôt civil. Il y a peu de choses dans le domaine de la défense. Et on sait que dans le domaine civil, les contraintes financières sont un frein finalement à la performance à l'exportation. Donc plus on lèvera les contraintes financières qui pèsent sur les entreprises défense, et elles seront d'autant plus efficaces à l'exportation. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir tous les intervenants et la qualité de l'intervention.